Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi ça va. Pour inaugurer 2023, j'ai décidé de mettre en place des tops et des flops, histoire de faire comme tous les youtubeurs commerciaux et d'engranger un maximum de vues. Non, en vrai, c'est que, étant un gros consommateur de tout ce qui est séries, films, jeux vidéo et livres, je me suis dit ça pourrait permettre à d'autres de faire des choix dans ce qu'ils ont à découvrir. Je vais pas prétendre avoir raison sur tous les points, je ne suis qu'un gars lambda qui donne son avis. Et surtout, ces tops et ces flops sont majoritairement subjectifs. J'ai des arguments pour chacun, bien sûr, mais par exemple pour les premiers numéros des flops, ce sera pas des trucs particulièrement mauvais, c'est juste que j'ai pas apprécié personnellement. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et vous pouvez même partager votre avis dans les commentaires. Après tout, ils sont là pour ça, non? Donc vous restez aimable et respectueux avec tout le monde, passez open bar. Alors, autre petite précision, tous les tops et les flops ne vont pas concerner uniquement des œuvres qui sont sorties en 2022. Il s'agit essentiellement d'œuvres que j'ai personnellement découvert cette année-là. Alors du coup, il y aura des séries, des films, des jeux vidéo et tout le reste qui sont sortis en 2022 dans le lot, mais pas que. D'une part parce que j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de trucs en retard. Ensuite parce que faire des tops et des flops de l'actualité, il y a déjà 50 millions de youtubeurs qui le font déjà, je vois pas ce que je vais pouvoir apporter d'autre. Ensuite, c'est pas parce qu'une œuvre a plus d'1 an qu'elle ne mérite plus qu'on parle d'elle. Et pour finir, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Va vraiment falloir que je trouve un meilleur cadrage, mais bon. Quand j'aurai déménagé, sans doute, mais pour l'instant, on aura que ça. Évidemment, il n'y a pas l'intégralité de tout ce que j'ai vu en 2022, parce que sur tout ce que j'ai lu, vu ou testé, tout m'a pas forcément marqué en bien ou en mal, quoi. Donc j'allais pas tout mettre, ça aurait fait un top 100, ouais. C'est top 100 avec quasi rien à dire dedans, quoi. Et en plus, c'était l'opportunité de faire quelques vidéos sans trop me fouler. Donc, mesdames et messieurs, bon visionnage. Ouais, je tenais à me faire détester de tout le monde dès le début. Ouais. On suit le personnage de Eve, une agente des services secrets britanniques, qui traque une tueuse à gages psychopathe du nom de Villanelle. Le truc, c'est que la tueuse va éprouver une attirance obsessionnelle pour Eve, ce qui les mènera dans un jeu du chat et de la souris. Et je considère que c'est une bonne série policière, qui s'est restée soft, sans nudité ni scène sanglante, tout en restant intéressante à suivre. Il y a bien quelques facilités scénaristiques, mais c'est pas si gênant que ça. Le vrai problème, c'est que j'ai terminé la saison 1, et j'ai remarqué que la série en comportait 4. Et vu comment se termine la première, si on reste tout du long sur l'aspect course-poursuite du « je t'aime moi non plus », non, ça m'intéresse pas, non. Ça. Pour l'exemple, la série Hannibal, que j'ai aussi découvert cette année par ailleurs, elle se conclut en 3 saisons et elle avait un système beaucoup plus tranché. Il en faut une pour que le héros comprenne la vraie nature de l'antagoniste, une deuxième pour le prouver, et la course-poursuite dure la moitié de la 3e saison. Et ça suffisait. Et malgré ça, je trouvais la série trop longue. Mais à force de rester sans arrêt sur la même trame, j'ai peur que Killing Eve perde totalement son intérêt. Après, je précise, je n'ai vu que la saison 1. Si ça se trouve, la suite, elle est géniale. Il y avait eu ce problème avec la série True Blood. J'avais commencé la saison 1 une fois, j'ai été merdique. J'ai complètement arrêté pendant des années, puis après, j'ai une amie qui me disait « Non, moi je suis fan de True Blood. » Je comprends pas pourquoi, c'est vraiment de la merde cette série. Non, t'as commencé par la saison 1 ? Ouais, t'as commencé par la pire. Ah, ok, d'accord. Donc bref, j'ai pas... Killing Eve, j'ai pas trop accroché. Mais peut-être que ça peut vous intéresser. Ah oui, petite anecdote qui m'a fait énormément rire. Pendant la série, on a un témoin qui a vu Villanelle, et qui l'a décrit comme une planche à pain. Depuis combien de temps t'as pas vu de planche à pain ? Non, parce que clairement, des 2 héroïnes, c'est pas elle qui est la moins pourvue. J'ai mis du temps à la voir, cette série. Et je l'attendais. L'histoire nous fait donc suivre la jeune... Eugene Wu, dont le père, un mafieux notoire, a été assassiné.
Elle va donc contacter cette fameuse mafia et rejoindre leur rang dans l'espoir d'obtenir vengeance. Sauf que selon le chef du gang, le meurtrier serait un policier. Jin-Woo va donc intégrer les rangs de la police sous une fausse identité et travailler en parallèle dans les deux camps. Alors là, globalement, pour le coup la série est très bonne. Les acteurs sont excellents, notamment l'héroïne. On a des scènes de baston monstrueusement plaisantes. D'ailleurs, je crois qu'il y a au moins une bagarre par épisode, et dans chacune de ces bagarres, t'as au moins un coup, tu sens qu'il fait mal. Ou tu sens que il fait mal, tu sens l'impact, t'es vraiment dans la gueule. Il y a cependant une scène, à la fin de l'épisode 5, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, no spoil, on a un antagoniste qui meurt dans une chute, avec une cascade qui fait fake à mort, et un vieux bruitage d'os brisé qui était déjà ringard dans les années 90. Et quand vous suivez la série, avec sa qualité, et que d'un seul coup vous arrivez à ça, vous êtes... C'est passé quoi? Vous avez laissé le stagiaire s'occuper du montage ou quoi? Il y a aussi un point que j'ai relevé qui est, je trouve, très intelligent, c'est vis-à-vis des flics. En général, quand vous jouez à... En général, quand vous regardez une série ou un film dont le protagoniste fait partie de la mafia, ou est dans le milieu du crime, en général, les flics qui lui arrivent sont des gros connards qui abusent de leur pouvoir, qui hésitent pas à le menacer, à faire des trucs. C'est vraiment les pourritures de première. Et là, vu qu'on est dans les deux camps, qu'on a une vision des deux camps, on les voit agir comme des gros connards avec les criminels, et en même temps, quand ils sont entre flics, bah là, justement, on voit leur sympathie, on voit leur bon côté, donc c'était un très bon truc sur lequel jouer la série, je trouvais ça bien, vraiment, je trouvais ça vraiment intelligent. Bon, après, la résolution de l'enquête, sans aucun spoil, est beaucoup trop facile à deviner. Je pense que quiconque a un minimum l'habitude de ce genre d'intrigue va, je pense probablement dès le premier épisode, va deviner qui est le grand méchant. Mais la série arrive quand même à foutre le doute, ce qui est plutôt un bon truc. Par contre, le dernier épisode est en trop. C'est vraiment en trop. Avec une romance qui sort de nulle part, je suis désolé, vu l'état mental de l'héroïne, elle est pas censée être dans ce mood. Si encore on avait eu quelques scènes en plus, genre c'est pour flouer le mec, encore je dis pas, mais là tel que c'est arrivé, non. Je pense qu'en fait il devait leur manquer une demi-heure pour terminer le dernier épisode, et du coup ils se sont dit on va combler avec ce qu'on peut quoi. Mais globalement ça reste très plaisant, et je vous le conseille la série, ne serait-ce que pour l'aspect technique, le combat et l'ambiance. Pour le reste par contre, je pense pas que ça va vous rester en tête. L'histoire commence en 1996 où l'on suit les Yellow Jackets, une équipe de football féminine qui va devoir prendre l'avion afin de disputer un tournoi. Manque de bol, le dit avion va se cracher dans les montagnes et condamnera les lycéennes à survivre en milieu hostile. Parallèlement, on sautera régulièrement en 2021 où on verra ce que sont devenues les survivantes 25 ans après les faits, qui ont essayé de garder discrètes les choses les plus glauques qui ont pu se passer, notamment la pratique du cannibalisme. C'est pas un spoil, c'est révélé dès le premier épisode. Sauf que, non seulement je trouve la partie survie pas très intéressante, d'une part le fait qu'on sache globalement qui a survécu, on se doute qu'elles n'ont pas eu de gros problèmes à l'époque, quoi. Je pense que globalement on aurait pu s'en passer au profit de quelques petits flashbacks sur des périodes vraiment importantes. Et autre souci que j'ai avec la série, elle a été vendue comme une série très réaliste, et le premier épisode était bien d'accord avec cette volonté. Jusqu'à ce qu'on se mette à introduire du surnaturel. Et dans ce genre de situation, on a deux possibilités. Si vous avez vu mon épisode sur le fantastique, vous savez lesquels. Le fantastique dissimulé, c'est-à-dire on ajoute des éléments surnaturels un petit peu de façon insidieuse, on laisse sous-entendre que ça peut être des hallucinations, des trucs comme ça. Ou alors, le fantastique assumé, c'est-à-dire on y va à fond et on accepte le surnaturel dès le début. La série Lost elle fonctionnait sur ce principe, où dès la saison 1, t'avais tout un tas de créatures et d'éléments surnaturels, donc c'était assumé comme ça. Sauf que Yellow Jacket... vachement le cul entre deux chaises en fait. Il y a des moments où ça reste pas bien certain, ça peut être des hallucinations, et après t'as une élève qui peut voir l'avenir, et quelques éléments autour de ça, donc j'avais franchement beaucoup aimé les 3-4 premiers épisodes de la série, et à partir du 4ème, non, mon intérêt a décliné comme pas permis.
Par contre, j'étais ravi de retrouver Christina Ricci. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue, et en plus, on lui a donné un rôle où elle est bien douée. C'est limite une mercredi adulte, hein. Non, quand même pas mercredi. Donc voilà, moi, j'ai vite décroché, mais on sait jamais si ça peut vous intéresser. Je trouve que c'est quand même un truc d'assez bonne qualité. L'histoire, c'est qu'un scientifique poissard et cartésien se retrouve de plus en plus mêlé à des phénomènes surnaturels. Et il va, un peu contre son gré, apprendre à lutter contre. Alors, petite anecdote, une des principales raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à cette série, c'est que c'est une série égyptienne. Et je dois avouer que des séries américaines, françaises, allemandes, japonaises ou coréennes, j'en ai vu. Des séries égyptiennes, jamais. Et du coup, je me suis dit, une intrigue surnaturelle, mais d'un point de vue moyen-oriental. Ça m'intéresse. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle la série se retrouve dans les flops. Bah, c'est que c'est vachement classique en fait. La manière dont les événements s'enchaînent, les relations entre les personnages, c'était très peu déstabilisant au niveau culturel. Même les événements surnaturels sont pas montrés de façon très originale. Alors peut-être qu'effectivement j'en attendais un peu trop, c'est pour ça que je l'ai pas apprécié. Donc... ceci dit, les effets spéciaux sont pas top. Il y en a pas énormément. Ça reste globalement du très simple. Mais tu sens qu'une bonne partie du budget est passée dans la sentinelle de l'épisode 3. Et même là, ça suffisait pas. Non, là, c'était... D'ordinaire, je suis du genre à pas trop gueuler sur les CGI. Mais non, là, c'était moche. Par contre, il y a de très jolie musique. Et en même temps, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est aussi bas dans le flop, c'est que la série est objectivement bonne. Là, c'est vraiment moi qui l'ai pas du tout apprécié. Peut-être que pour vous, ce sera plus attrayant et innovant. Ah, ok, ça va être un peu compliqué à expliquer. L'histoire est celle de Susie Pickles, une actrice britannique en perte de vitesse, limite has-been en fait, qui se retrouve avec son téléphone piraté et la publication de photos compromettantes sur le web. Évidemment, ça révélera une relation adultère qui va méthodiquement foutre sa vie en l'air. Alors, donc comment dire, la série est objectivement bonne, je peux pas dire le contraire, il y a quelques points moraux sur lesquels j'étais un petit peu mitigé, mais globalement ça passait. On est bien aux côtés d'une femme qui se jette dans la voie de l'autodestruction, avec chaque épisode ayant pour titre une étape. Au début je croyais que c'était les étapes du deuil, mais ça n'a rien à voir. Le choc, le déni, la colère, l'acceptation... Et effectivement, à chaque épisode, l'héroïne va se manger les conséquences de l'étape dans la gueule. Je ne cache pas que l'épisode de la colère était très libérateur. Par contre, l'épisode de la culpabilité... elle était censée éprouver de la culpabilité dans cet épisode ? Si c'est le cas, j'ai même pas remarqué. Hein, du coup, c'est une série assez réaliste, plutôt comédie dramatique, et j'avoue que ça m'a pas transporté plus que ça. Objectivement, c'est bon, mais sans plus. Série espagnole, vous vous en doutez. Dans les années 50, le jeune Gambino retourne enfin dans sa famille à Barcelone. Sauf que la famille en question étant particulièrement haut placée, on va dire, elle va très mal prendre le fait que le bonhomme débarque accompagné de son ami, danseur classique. Et l'ambiance de l'Espagne des années 50 étant très homophobe, pas mal de vieilles tensions vont se réveiller et amener à une certitude, c'est que quelqu'un doit mourir. Et clairement, quand j'ai vu le titre et la cover de la série, je me suis dit, oh là, ça va être une enquête à la Hercule Poirot, et dans le contexte de l'Espagne franquiste, on va avoir un meurtre, on va essayer de déterminer qui c'est qui l'a buté, voilà, ça m'intéresse. Et pas de mort dans l'épisode 1. Ah, bon, j'ai supposé que du coup on allait avoir le mort dans l'épisode 2, ça c'est... On fait monter la tension pour qu'on soit pas sûr de qui va vraiment commettre le meurtre, c'est pas de meurtre dans l'épisode 2 non plus, ok. Ouais, bon, ok, d'accord, c'est le... Et pour être franc, le premier meurtre de la série, il arrive 5 minutes avant la fin du dernier épisode.
Dernier épisode qui a eu une fin particulièrement abrupte d'ailleurs. Et le truc c'est que globalement la série est bonne. Ça retranscrit bien le contexte de l'époque, on comprend facilement qui sont les différents personnages et leurs ressentis. Donc si vous aimez les mini-fresques historiques, ou l'Espagne franquiste, ça peut vous plaire. Moi je vous avoue que c'était pas ma came. Nous allons suivre le pauvre Senpai, n'a même pas droit à un nom complet le pauvre, qui va tomber sous la coupe de Ayase Nagatoro, une lycéenne plus jeune que lui, qui va le harceler et le vanner en continu, parce que c'est une peste. J'invente rien, le manga lui-même la désigne comme ça. Et autant, certaines scènes sont effectivement marrantes, comme le fait qu'elle tombe peu à peu amoureuse de son senpai, et du coup devient hyper possessive dès qu'il y a d'autres filles qui l'approchent. Par contre, j'avoue que les blagues à base de harcèlement, du genre « t'es trop moche, t'es un pervers, tu trouveras jamais personne sale puceau », bizarrement, ce genre de blague, j'ai eu droit au collège et au lycée, donc du coup ça me fait pas des masses marrer. A l'inverse, j'avais largement préféré quand Takagi me taquine, qu'on peut plus ou moins ranger dans le même style, sauf qu'en l'occurrence, la gamine principale, elle fait juste des blagues. À aucun moment il y a de la méchanceté ou de la raillerie derrière. Il n'y a pas tout cet aspect harcèlement ou rabaissement. Ça. Et très franchement, si vous devez avoir un choix entre Takagi et Nagatoro, prenez Takagi, c'est beaucoup plus mignon et beaucoup plus marrant. Ça. C'est pas exceptionnel, hein, mais ça l'est plus. Dans un immeuble d'habitation vivent un ancien acteur, un réalisateur et une artiste, je crois, qui partagent une passion pour les podcasts de True Crime. Et un jour, un meurtre va être commis dans leur immeuble, ce qui va les amener à mener leur propre enquête. Là encore, une série globalement d'assez bonne qualité, mais... je me suis fait chier. Du 4e au 8e épisode, j'avais l'impression que ça avançait pas. Que ça manquait de punch, de rythme, je sais pas trop ce qu'imaginer, parce que... globalement, l'intrigue elle reste cool à suivre. Il y a beaucoup de fausses pistes. Mais je pense qu'on aurait pu raccourcir l'intrigue de 2 ou 3 épisodes que ça aurait pas posé problème. Par contre, il y a un point qui m'a vraiment gonflé. Si vous suivez les chroniques vidéoludiques, vous savez que je déteste les flash-forward. En gros, commencer l'histoire à un niveau très avancé de l'intrigue, pour ensuite revenir en arrière en mode quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tôt, donc déjà, ça partait mal. Mais en plus de ça, et ça c'est la première fois que je le vois, le flash-forward est une scène qui se produit dans les toutes dernières minutes du tout dernier épisode de la saison 1, et qui est une amorce pour la saison 2. Alors ok, c'est très original, mais putain, fallait l'oser celle-là. Après, là encore, j'ai peut-être été induit en erreur par mes propres attentes. Je m'attendais à une enquête en huis clos. C'est vraiment, là encore, une ambiance à la Hercule Poirot, ce qui n'est absolument pas le cas. Bon, là on commence à arriver dans les séries de qualité vraiment limite. Le pitch, c'est qu'une épidémie de zombies se déclenche dans un lycée et contamine peu à peu la ville, sauf que ce sont des zombies façon dernier train pour Busan avec un côté contorsionniste par-dessus. Oh, je déteste les contorsionnistes. Alors, c'est pas une mauvaise série, mais elle a beaucoup trop de défauts. Le scénario a plein d'incohérences, il y a plein de facilités scénaristiques. Rien que le principe de base des zombies, on sous-entend qu'en fait, c'est pas juste une sorte de virus de rage ou des trucs comme ça. Non, c'est un virus de terreur et que les gens deviennent fous de terreur et du coup ils sautent sur tout ce qui... C'est l'instinct de survie uniquement qui parle et c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux gens. On oublie totalement. C'est oublié au bout de quelques épisodes et ça devient juste des enragés à la 28 jours plus tard. Par exemple, au tout début, les zombies se contentent de mordre leur proie, comme si leur seul objectif c'était de transmettre le virus. Et après quelques épisodes, ah bah non, ils sont aussi anthropophages. On avait oublié de le préciser, ouais, dans les 4 premiers épisodes. Encore ce 4e épisode, c'est où on avait une scène du secouriste qui était seul contre une horde entière. C'est une scène extrêmement cool d'ailleurs. Le mec il est à 2 doigts de se faire submerger, t'as même un zombie qui vient lui grignoter ses protections. Et cut, tu vois le mec qui arrive sur le toit, t'as 0 infecté qui le suit.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire, un cut pour se débarrasser des zombies. Mais les défauts m'ont pas du tout donné envie de la revoir. Ah oui, et aussi ce cas avec le personnage principal, où à 2 ou 3 reprises, t'as la série qui essaye de nous faire croire qu'il va se faire buter. Le premier coup, tu vois, c'est fin de l'épisode, tu le vois qui est dans une situation en mode il va crever, quoi, c'est obligé. Début de l'épisode suivant, non, ça va, tout va bien. Mais en fait, au bout de la deuxième fois, tu fais, non, alors, attention mini spoil, hein. Allez au timecode si vous voulez pas de révélation. C'en était à un tel point que, quand on a laissé entendre que le héros était mort dans le dernier épisode, j'y ai pas cru. Je me suis dit, ils vont nous sortir une justification de merde pour dire non, en fait j'ai survécu comme pour les autres fois. Non, j'ai encore survécu encore une fois, c'est pas grave. Hein, la mort sur zombie, non, c'est bon, je fais partie de ceux qui survivent. Ah là là. Donc bref, série pas mauvaise en soi, mais trop de défauts pour que j'ai envie de la revoir ou de passer à la saison 2. S'il y a une saison 2, je sais même pas si on aura une. Je l'attendais cette série. Je l'attendais beaucoup même. Pour moi, ça allait être un retour en grâce des gags à la Mr Bean, dont je suis fan. L'histoire est celle de Trevor, qui va devoir garder la maison d'un couple de richards, bardé de domotiques et d'œuvres d'art extrêmement précieuses, sauf que le Trevor est un énorme poissard et se met à dos une abeille, qui a tout l'air d'être la plus intelligente et vindicative au monde, puisqu'elle va le harceler et évidemment lui faire provoquer tout un tas de catastrophes. Et j'aurais aimé m'amuser avec cette série. J'aurais voulu l'adorer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gars qui sont assez drôles, mais la majeure partie sont attendus. Il y en a beaucoup, tu te doutes que si t'as un truc inestimable dans la pièce, il va pas durer toute la saison. Et il y a aussi le fait que une partie de la surprise est gâchée par un flash forward. Dès le premier épisode, le mec est à son procès, et on a des flashbacks des différentes conneries qui lui est arrivées. C'est littéralement du spoil, là, on est tous d'accord. L'avantage quand même, c'est que c'est une série composée que de mini-épisodes. Je crois que c'est 10 minutes par épisode, un truc comme ça. Du coup, ça passe très vite, c'est très bien. Maintenant, quitte à avoir fait ce format, pourquoi ne pas avoir carrément fait un film d'1h30 ? L'histoire, c'est que l'héroïne se retrouve, suite à quelques événements, avec un bébé à charge. Le problème étant que le bambin en question est une saloperie maléfique qui répand la mort et la désolation partout où elle passe. Franchement, avec ce pitch, on sera en droit de s'attendre soit à de l'épouvante horreur, soit à de la comédie, parce qu'un bébé tueur c'est quand même assez cocasse. Et c'est un peu comme ça que le trailer va essayer de nous vendre le bousin, c'est-à-dire comme une comédie horrifique. Et bah en fait, on a plus affaire à un récit un peu surnaturel, et globalement chiant. Il y a quelques rares scènes marrantes, mais c'est pas ce qui fait le sel de la série. Ou alors, moi qui ai pourtant un humour assez facile, j'ai pas trouvé ça drôle. Très franchement, si vraiment il y avait des blagues dans cette série, je les ai pas vues passer. C'est pas horrifique non plus, et... mais il y a pas grand chose en vrai. Alors, il y a bien quelques épisodes flashback sur les origines du bébé qui étaient intéressantes. Un peu, relativement. Mais non, globalement, je me suis emmerdé. D'un point de vue technique et scénaristique, la série est passable. Et encore sur le final, il y a une énorme incohérence, mais bon, ça... Mais c'est tout. J'ai même pas envie de vous la conseiller pour si vous avez rien de mieux à foutre. Non, si vous avez rien de mieux à foutre, mettez-vous quelque chose de bien. Je sens qu'on va me reprocher d'être raciste envers les Coréens à force. Il y a eu beaucoup de séries coréennes que j'ai découvertes cette année. Pas ma faute s'il y en avait des mauvaises. Déjà, la série commence par un putain de flash forward. Je vais finir par me dire que c'est la preuve irréfutable que je suis en train de regarder un truc de merde, et dès que je vais en voir un, je vais arrêter direct. Comme ça m'évitera de perdre du temps. Le pitch, c'est que la Terre a subi une désertification massive au point que l'eau est devenue la denrée la plus importante au monde. Notre héroïne, le professeur Ji Han-sung, est sélectionnée pour être envoyée sur la Lune, dans la station Balae, afin d'y récupérer un artefact mystérieux. Manque de bol, non seulement leur navette va se cracher sur la Lune, mais en plus, ils vont se retrouver confrontés à une menace à l'intérieur de la station. Et c'est assez con, parce qu'il y a pas mal de points qui étaient vachement intéressants. C'est le principe de l'eau lunaire, le système de rationnement de l'eau sur la Terre,
sinon d'un point de vue technique. The Silent Sea est probablement la série qui a eu le plus mauvais budget Netflix de tous les temps. Parce que les effets spéciaux sont moches. Mais moches. Et moches. Vous imaginez pas à quel point c'est de... D'ordinaire, quand je mate une saison 1, j'essaye d'être relativement permissif avec les CGI. Voilà, ils essaient d'économiser un peu pour quand ils feront la saison 2, pour que comme ça ce sera un peu mieux et tout. Mais là, ça fait vraiment graphisme PS3. Et j'exagère même pas. Comme la fois dans le vaisseau où t'as un des personnages qui est censé être en apesanteur. Il est donc cadré au niveau du torse, hein, un petit peu comme moi, et du coup il joue comme si il était en apesanteur. Mais c'est flag. C'est flag, ça se repère à 30 km, c'est le... Et le pire, c'est que je m'étais dit, bon, c'est que le premier épisode, maintenant ils sont dans la station, il va plus y avoir d'effets spéciaux et dégueulasses. Si, il y en a encore plein. Ah, autre gros problème, c'est au niveau du scénario. L'objectif de la mission, c'est de rapporter un artefact inconnu. Artefact qui doit être maintenu à très basse température et qui peut être dangereux. Ok, sauf que devant le peu d'infos, notre héroïne va essayer d'en savoir un peu plus, ce à quoi ses supérieurs lui rétorquent, c'est pas qu'on vous cache des trucs, c'est qu'on n'en sait pas plus que vous. Ok. Dans ce cas, j'aimerais savoir pourquoi moi j'ai pensé à me poser cette question, et visiblement aucun des scientifiques de cette équipe. Si vous ne savez pas ce que c'est que ce truc, que vous n'avez aucune idée d'à quoi ça sert et que c'est potentiellement dangereux, pourquoi vous montez une équipe pour aller le récupérer? Vu que la Terre est en train de crever de soif, je pense pas que la priorité ce soit d'étudier un artefact dont on ne sait rien. Ah oui, c'est autre truc excessivement con, qui là m'a vraiment donné envie de balancer des baffes à tous les personnages. Les personnages se rendent compte qu'il y a un virus dans la station. Un virus qui peut contaminer et tuer extrêmement rapidement. Mais ils ne savent pas précisément comment on peut se faire infecter. La logique voudrait qu'ils remettent leur casque, et qu'ils ne l'enlèvent que dans des zones dont on est sûr à 100% qu'elles sont clean. Nope. Donc c'est confirmé, si les protagonistes avaient gardé leur casque et leurs gants, ils auraient esquivé 75% des dangers. Traduction, la série est mauvaise. Ça me fait un peu chier parce que j'aime beaucoup l'actrice principale, et la voir dans un truc de qualité aussi faible, c'est un peu mal au cul quand même. Donc voilà, je vous déconseille fortement de regarder cette série, ça n'en vaut pas la peine. Et pourtant, visiblement, elle a assez de succès pour avoir une saison 2. Je comprendrai jamais, là. Je pense que je vais jamais comprendre le public. Ceci est une mini-série en 3 épisodes, franco-belge qui plus est. Le pitch, c'est qu'une pédiatre orthophoniste se fait léguer une vieille maison, et en entendant des bruits au travers des murs, va finir par se retrouver perdue dans un labyrinthe sans fin, où il règne des êtres étranges et menaçants. Et j'admets que le principe de la maison est super intéressant. Si jamais vous connaissez, ça peut vous faire penser, alors soit à certains SCP, évidemment, mais aussi, référence un peu moins connue, à la Maison des Feuilles. Et si vous connaissez pas, je vous invite à voir la vidéo d'Alt136 sur le sujet, parce qu'elle est excellente. Le truc, c'est que si l'univers est intéressant, l'intrigue absolument pas. C'est extrêmement prévisible à de nombreuses reprises, sans parler du fait qu'on a de grosses ficelles dans le lot. Genre, pourquoi l'héroïne abandonne son appart pour la maison? C'est pas genre on montre qu'elle s'y sent mieux, ou alors qu'il y a un problème avec son appart et qu'elle aime vraiment pas y vivre, non! Elle change d'endroit, ta gueule! Pareil avec une scène de l'épisode 2, c'est où on a un ennemi en fait qui est mortellement blessé. Ce à quoi le personnage de Julien dit c'est pas bon, parce que les méchants peuvent renifler l'odeur du sang. Que va-t-il donc faire? Avec ses jolies petites mimines, il va plaquer ses mains sur la blessure et se foutre un max de sang dessus. Pourquoi? Eh ben parce que ça arrange le scénario pour plus tard. Et je me tairai sur la scène de baisse de l'épisode 3, qui n'a aucune raison d'exister. Ils ont mis une scène de cul pour que l'héroïne se fasse stringler, alors que l'alchimie entre les deux persos est inexistante, et que l'ambiance s'y prête absolument pas en fait. Mais là encore, c'est pour justifier la suite des événements. Je terminerai sur les acteurs qui sont pas toujours excellents, sont pas tout le temps mauvais, loin de là, mais il y a quand même beaucoup de scènes où leur jeu, leur texte, ou le cadrage tout simplement, fait que ça rend le tout pas génial quoi. Au moins, j'étais content de voir que la France s'essaye un peu au fantastique. Alors même si le résultat est pas fameux, l'effort est louable,
mais pas assez pour que je vous encourage à regarder Au-delà des murs. Orbital Children, ou Notre jeunesse en orbite, est une série d'animation Netflix qui suit dans un futur proche un groupe d'enfants au sein d'une station spatiale, qui malheureusement va se retrouver malmené par un impact avec une météorite. J'ai eu énormément de mal avec cette série. Il n'y a que 6 épisodes, j'ai traîné les pieds pour les regarder. Entre certains personnages qui sont tout bonnement insupportables, genre Mina la space tubeuse, ou tout simplement le fait que la série est bardée d'incohérences et de ce que j'appelle la technologie magique. Qu'est-ce que c'est que la technologie magique? Eh bien c'est que certains aspects scientifiques sont justifiés à la Star Trek. Enfin, le Star Trek des années 60. En gros, à la moindre explication, même un collégien, il va froncer les sourcils tellement il va se douter qu'il y a un truc qui va pas. Il y a des points de technologie qui est tellement avancé que ça en devient quasiment de la magie. Il y a tout un groupe religieux qui est en accord avec la doctrine d'un poème qui peut prédire l'avenir, alors que normalement, et ça c'est spécifié dans l'animé, 99% de ce poème n'a jamais pu être traduit. Alors qu'à côté, on n'arrête pas de te dire « Oui, le poème a pu prédire l'avenir à plusieurs reprises !» Cohérence, messieurs, dames. Il y a aussi une scène bien what the fuck avec tout ce qui est limitation d'intelligence imposée au drone. Tout ce qui est conscience artificielle doit avoir son intelligence limitée pour pas que ça devienne vraiment... voilà, pour pas que ça foute la merde. À un moment, la station est envahie par des nanomachines et pour s'en débarrasser, il faut augmenter le niveau d'intelligence d'un drone. Ok, pourquoi pas. C'est donc ce qu'ils font, et le drone tire sur les nanites. Ouais, je suis pas sûr que ça réclamait un QI particulièrement élevé, mais bon, ça... Parce que c'est systématiquement ça, hein, les nanites s'adaptent au tir, du coup il faut réaugmenter l'intelligence du drone, qui continue à tirer. En quoi tirer Je vois pas pourquoi j'ai essayé de comprendre d'ailleurs. Je pas non plus jusqu'à dire que c'est la pire série de tous les temps. Il y a quelques bonnes idées, genre les smartphones qui sont complètement intégrés aux mains, maintenant. Pour ce qui est de la technique, c'est pas particulièrement moche. Je trouve pas que ce soit d'une beauté transcendante, mais bon, au moins ça fait le taf. Pendant un bon moment, en fait, je comprenais pas pourquoi cette série me sortait par les yeux à ce point. Je trouvais des défauts, hein, bien sûr, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait vraiment. J'ai dû le réaliser à peu près une semaine après avoir fini la série. C'est que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, c'est uniquement pour que ça serve le scénario. Systématiquement. Donc, clairement, s'il y a un animé que je vous déconseille de voir, c'est Orbital Children. C'est à éviter à tout prix. Bon. Comment dire? Si vous avez vu mon tribunal télévisuel sur la saga Star Wars, vous savez globalement ce que j'en pense. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y jeter un œil. Et quelques vues en plus, ça me fera un petit cadeau de Noël en retard. Bref, pour ce qui est de l'univers des séries Star Wars, je me fous comme de ma première chaussette de tout ce qui a pu sortir jusqu'à présent. C'est Boba Fett, Mandalorian, je m'en branle. Mais bon, Kenobi, je l'aime bien. J'aime beaucoup Ewan McGregor. Donc allez, je me suis dit, même si c'est Disney qu'ils ont bien foiré le scénario de la postologie, c'est Obi-Wan Kenobi. Ils peuvent pas l'avoir raté à ce point. J'ignorais que j'étais optimiste à ce point. Donc bref, l'histoire se déroule 10 ans après l'épisode 3 et 10 ans avant l'épisode 4, où on suit Obi-Wan planqué en ermite sur Tatooine, pendant qu'on a droit à une traque massive des derniers Jedi par les Inquisiteurs. Sauf que la toute jeune princesse Leia va se faire enlever, réclamant à Kenobi de reprendre les armes pour aller la libérer. Et c'est mauvais.
c'est... Bon, pas de A à Z quand même, hein, il y a quelques scènes qui sont fun, notamment la scène d'intro avec la prof Jedi qui protège les Padawans. Le perso principal est toujours aussi classe et charismatique, et c'est plutôt cool qu'ils aient fait revenir des acteurs de la prélogie. Même si, avouons que le pauvre Hayden Christensen, vous auriez pu le maquiller un peu plus, histoire qu'il fasse moins mec de 40 balais qui doit jouer un gars ayant la vingtaine. Je vous jure, c'était flag, c'était atroce. La série titille quand même pas mal la fibre nostalgique. Oui, la série titille la fibre nostalgique, et ça a réussi, puisque c'est pour ça que je l'ai regardé. Mais le problème, c'est que pas mal de trucs sont extrêmement mauvais. Comme certaines scènes, du genre la capture de Leia. Je crois que j'ai rarement vu une scène de course-poursuite aussi molle et aussi nulle. Bordel, c'est Disney qui fait tout ça, quoi. Vous allez pas me dire qu'ils ont manqué de budget pour faire la scène. Et puis, bon, sérieux, les mecs, vous galérez à ce point à choper une fillette. Rentrez chez vous tout de suite, là, vous êtes pas des bons chasseurs de primes. D'ailleurs, l'actrice qui joue Leia est pas fameuse, hein, elle pas un très bon jeu, et la VF camoufle bien son mauvais jeu d'acteur, mais même en doublage français, je vous garantis que il y a des moments ça se voit, quoi. Elle est pas bonne du tout. Il y a aussi beaucoup de points qui font facilité scénaristique à mort. Genre, il y a un passage où Kenobi est harcelé par plusieurs tireurs, donc évidemment il doit se planquer et riposter. Il y a Reva qui le repère au bruit et qui du coup se dirige vers lui à toute allure. Tout ça à l'instant où Leia tombe dans le vide. Obi-Wan abandonne tout pour l'empêcher de faire une chute mortelle. Par miracle, tous les tirs s'arrêtent et Reva débarque 3 heures après que tout le monde soit parti. Ok, d'accord. Ou encore, la scène qui franchement m'a vraiment donné envie de hurler quand j'ai vu la série. Pour vous décrire un petit peu, on a Tala et Leia qui sont entrés dans un tunnel secret pour... voilà, au bout du tunnel, il y a un vaisseau pour que Leia puisse s'échapper. Sauf que Tala, à mi-chemin, dit « Leia, tu continues, moi je retourne en arrière pour aller sauver Obi-Wan. » Sauf que, l'entrée du tunnel, il y a Reva qui vient de le découvrir et qui y est rentrée. Donc vous vous dites, bah Tala et Reva vont se rencontrer, il va y avoir un truc. Non seulement elles ne se rencontrent pas, mais en plus Reva réussit à atteindre le vaisseau avant Leia. Ouais, ils savent pas écrire à ce point. Ou alors, dernier truc, et là oui, je vais spoiler à mort, comme d'habitude timecode si vous voulez pas vous faire révéler, mais franchement vous ratez rien. Donc, méga spoil à mort, j'en ai rien à branler. Obi-Wan Kenobi va vaincre Dark Vador en maîtrise pure de la Force. Dark Vador, censé être l'incarnation ultime, le plus grand manipulateur de la Force que tout Star Wars ait jamais pu rencontrer, se fait littéralement caillasser la gueule. Comment on peut chier sur le lore à ce point? Mais même moi qui suis pas un grand fan de Star Wars, j'ai vu la scène, j'ai fait non, c'est pas possible. Obi-Wan n'a jamais été aussi puissant, quoi. Il était même pas le plus puissant des Jedi. Et là, il est du niveau de Dark Vador, mais allez vous faire enculer. Ah oui, autre élément assez problématique, c'est le cas du Grand Inquisiteur, qui est ridicule. Je suis désolé, mais on est d'accord qu'il fait fake à mort. Et s'il est jamais l'un d'entre vous s'amuse à me dire non mais en fait à la base il vient d'une série d'animation, je crois que c'est Clone Wars, et du coup ça rend pas très bien en live, c'est ta gueule. Ce mec est un alien de la planète Utapao, dont on a déjà vu des membres dans l'épisode 3, et eux ils faisaient pas fake alors que le film date de 2005. Donc très franchement, je considère Obi-Wan Kenobi comme la pire série que j'ai pu voir en 2022. Et je vous implore de ne pas la regarder. Si vous voulez la regarder, Disney va se mettre à croire qu'ils ont fait un très bon travail et que du coup ils peuvent continuer sur cette lancée. Non, faut surtout pas la regarder. Si vous ne l'avez pas vue, téléchargez-la, piratez-la, j'en sais rien, mais ne la regardez pas. Ne la regardez pas sur Disney+,
C'est la pire chose à faire. Et voilà qui conclut ce flop des séries de 2022. Et je vous donne donc rendez-vous pour la vidéo sur les tops, qui, si tout va bien, devrait sortir demain. Et en attendant, je vous souhaite un bon début d'année 2023. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.